Je pouvais pas m'empêcher j'ai pas pu résister, à commencer cette présentation parce qu'on est le lendemain de la Saint-Valentin, puis, hier, il y avait ça qui était partagé par, le Facebook de Aphasia Recovery Connection. You must be aphasia because you left me speechless. Donc, je vais vous parler d'aphasie, puis je me disais, bah, avant d'y aller, parce que moi j'ai tendance à entrer très vite dans le sujet, c'est quoi l'aphasie? Au cas où il y aurait certaines personnes qui ne connaîtraient pas. Donc, c'est vraiment un trouble du langage qui peut avoir comme conséquence que la personne ait de la difficulté à parler et ou à comprendre à la suite d'une lésion neurologique. Il peut y avoir diverses causes, mais principalement, c'est ça. Donc, voilà, j'ai fait ma petite joke. Alors, aujourd'hui, et oui, je présente Frédéric qui m'a très bien présenté, donc je ne vais pas aller plus en détail sur, en fait, je vais y aller tantôt, mais sur mes appartenances. Bonjour, bienvenue. Qui sont aussi en haut de ce diaporama. Donc, je m'appelle Carole Anglade et je vais vous parler de ce qu'on fait au LAIR, donc un petit peu aperçu des études qui sont menées dans mon laboratoire. Le LAIR, c'est le laboratoire sur l'aphasie, l'innovation et la réadaptation. Puis en fait, je vais aller un peu plus loin que juste les études. Je vais vraiment faire une exploration de qui je suis. Le public cible, ça tombe bien parce que j'ai regardé un peu les inscriptions. Il y avait 60 et quelques inscriptions hier soir. Puis il y avait vraiment différents types de profils. Ça tombe bien. Vous êtes, peu importe que vous soyez étudiant, chercheur ou chercheuse, personne ayant une aphasie ou proche ou orthophoniste ou autre clinicien qui travaille avec des personnes ayant un trouble de communication, ben, cette présentation s'adresse à vous. Hem, Voici ce qui va se passer dans cette présentation. Le plan, on va faire un petit survol du passé. On va arriver à ici et maintenant, qu'est-ce que je fais? Puis on va passer à qu'est-ce que je compte, développer plus tard et les impacts de toutes ces activités, y compris de recherche. Alors, on va parler de moi d'abord. Pourquoi? Non pas parce que le sujet est fascinant, mais parce que vraiment, mon idée aujourd'hui, en allant à votre rencontre en présence ou à distance, c'est que vous ayez les bonnes informations pour après être capable d'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. C'est pas juste à moi de vous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, c'est aussi le principe de n'importe quelle information qui est donnée de façon éclairée, c'est que vous ayez assez de jus pour vous-même être générateur d'idées. Puis on va décliner ça en trois Caroles. La Carole orthophonique, la Carole enseignante et la Carole chercheuse. La Carole orthophoniste, pour remonter un petit peu où est-ce que ça commence en 2002 en France. Je suis assise sur les bancs de la faculté de droit de Poitiers et je sais très bien que je ne suis pas à la bonne place. Lors d'un stage, je découvre une personne avec aphasie, en fait. J'ai jamais vu d'orthophoniste dans ma vie, j'ai jamais vu de personne avec aphasie, c'est la première. C'est l'amour fou, c'est le mariage pour la vie, c'est ça qui m'amène à devenir, orthophoniste en France avec un certificat de capacité d'orthophonie que j'obtiens en 2008. Puis là, j'estime que j'en sais pas assez sur l'aphasie et sur la recherche en aphasie, donc direction Montréal pour faire la maîtrise professionnelle en orthophonie que je suis diplômée en 2010 et puis jusqu'en 2012, donc 2010, 2011, 2012, je travaille en réadaptation à Montréal. Et puis, j'estime que j'en sais toujours pas assez sur l'aphasie et puis sur la recherche. Donc, je commence un doctorat que je termine en 2020, au cours duquel je fais 3 petits cocos. Et puis après, je vais faire un post-doctorat à l'Université de Sherbrooke. Au cours de tous ces travaux, donc parce qu'en fait, même quand j'étais orthophoniste en réadaptation, je travaillais aussi comme assistante de recherche à McGill. Donc là, ça résume un peu tous les travaux que j'ai faits euh, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ma thèse. Donc, j'ai travaillé dans Cali, dans Canty, mais toujours avec cet intérêt sur l'aphasie et les troubles de communication acquis de façon plus élargie, on va dire. Donc, j'ai commencé avec des études très quanti sur la neurostimulation pour les personnes avec aphasie, la TMS, la TDCS, comment est-ce que ça peut permettre d'améliorer le langage des personnes avec aphasie. J'ai fait une recension des écrits aussi sur les capacités de récupération. Qu'est-ce qui va être prédicteur de la récupération des personnes avec aphasie, de leur langage, bien sûr. Et puis après, donc, dans le cadre de mon doctorat, je suis allée beaucoup plus dans le quanti avec un intérêt vraiment sur la participation sociale sur lequel je vais revenir. Donc, tout ça pour vous montrer que mes écrits à ce moment-là sont assez variés. Ici et maintenant. Mais qui je suis? Je suis une chercheuse indépendante. Pourquoi? C'est la différence avec tout ce que je viens de vous expliquer tantôt, c'est que maintenant,
Je peux faire de la recherche comme personne indépendante, comme chercheuse indépendante, parce que depuis août 2022, je suis professeure adjointe à l'école d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal. Je pense que je vais ralentir un petit peu. Et je suis chercheuse au CRIR RDPM depuis janvier 2023, donc un tout petit peu plus qu'un an. Je vais maintenant parler de la Carole enseignante, puis je vais vous expliquer pourquoi, mais ça va faire du sens. Mes perspectives pédagogiques. En fait, moi, j'enseigne principalement à la maîtrise professionnelle en orthophonie. Donc, je forme des orthophonistes. Alors, j'ai une approche qui est vraiment centrée sur la pratique professionnelle. C'est vraiment au cœur de mon approche pédagogique. Et vraiment, le deuxième élément, c'est dans un tissage de collaboration. Donc, cette approche collaborative, je l'ai d'abord avec les patients et les patientes. Dès le jour 1, les étudiants à la maîtrise en orthophonie, on les met vraiment dans la journée d'accueil. Leur premier jour d'accueil, il y a des patients partenaires, dont certains que je vais recruter, qui viennent discuter avec nos étudiants. Dans le cadre de mes cours, je vais recruter des patients partenaires pour qu'on aille faire des activités pédagogiques à la clinique d'orthophonie, la clinique universitaire d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal. Et puis, aussi dans mes activités pédagogiques, plus en dehors des cours. Donc, je vais vous en parler un tout petit peu plus pour vous donner un exemple de qu'est-ce que je fais. Cette collaboration dans le cadre de mon enseignement avec les personnes avec aphasie, enfin, avec les patients partenaires et les patientes partenaires, à quoi ça peut ressembler. Donc ça, c'est un projet que j'aime beaucoup. C'est un projet en collaboration avec professeur Karine Marcotte, qui est à l'Université de Montréal. Puis, il y avait Michel Masson-Trottier aussi maintenant, qui a son doctorat et qui a participé à cette vignette. Puis, ça a été fait avec le Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal. Pour ce projet-là, on a obtenu du financement pour monter un outil pédagogique fait par et pour les étudiants en orthophonie, dans l'idée de les exposer à des vignettes d'évaluation ou d'intervention avec différents patients partenaires. Moi, je me suis occupée plus des personnes avec un trouble acquis de la communication. Donc, vous le voyez, on a, imaginez-vous, vous êtes devant votre ordinateur, puis vous entrez dans la plateforme, puis vous pouvez choisir un cas. Donc là, on est rentré dans l'évaluation de EVA. Et ça se présente comme ça. Vous avez différents choix à faire. Puis comment s'intègrent les patients partenaires là-dedans? Ben, je vais vous le montrer en faisant jouer le petit vidéo. Donc, vous pouvez choisir. Hop, demandons à Eva. C'est le médecin qui nous envoie ici. C'est difficile, c'est difficile. Là, il y a une réponse qui n'était pas forcément la meilleure. Pardon, excusez. Je pense que c'est un neurologue. C'est difficile, c'est difficile. Voilà, la réponse choisie n'était pas forcément la meilleure. Donc, on donne l'occasion à l'étudiant de réessayer en choisissant cette fois la bonne réponse, puis après, on explique pourquoi. Je pense qu'il s'est arrivé. C'est bon. Donc, ces vignettes-là, elles ont vraiment été faites en allant chercher des patients partenaires, en leur demandant est-ce que vous êtes d'accord de faire ça, puis en les coachant sur qu'est-ce que nous, on voulait faire sur le plan pédagogique, et puis d'amener cette authenticité qu'on ne trouve pas avec des acteurs qui n'ont pas de troubles de communication. Donc, c'était pour vous donner un exemple. Mon approche collaborative, c'est également avec les cliniciens et les cliniciennes. En fait, je donne principalement des cours d'intervention et des cours pratiques. Et ils sont toujours faits en collaboration avec des cliniciennes, principalement des orthophonistes, même s'il y a aussi la neuropsychologue. Puis quand je parle de collaboration, c'est pas juste j'ai invité une orthophoniste à faire 2 heures de présentation dans le cadre de mon cours. Mes cours sont montés avec des orthophonistes qui sont en présence avec moi la plupart, pas forcément pendant tout le cours, mais dans une grande majorité des cours. Quelquefois, on se partage la cohorte en deux, puis elle en prend une et moi, j'en prends une autre. Quelquefois, on est ensemble. Je pense à Camille Lajoie, qui est orthophoniste à Villa Medica, puis à Amélie Blot, qui est orthophoniste à Lucie Bruno. Et donc, on pense vraiment ces cours-là ensemble. Et c'est extrêmement riche d'être en train de donner un cours et puis d'avoir une réaction finalement d'une orthophoniste d'expérience, parce que je vais chercher des orthophonistes qui ont au moins 10 ans d'expérience. Je ne prends pas juste des personnes qui viennent de finir et puis ça tombait bien, elle voulait enseigner. C'est vraiment, je vais chercher cette expérience-là. Puis là, elles me disent, ah oui, mais alors ça, en revanche, on voit qu'en clinique, c'est plus difficile. Puis c'est vraiment très spontané et c'est
j'ai pas d'autre mot que vraiment enrichissant. Mes objectifs, pourquoi est-ce que je vais chercher des orthophonistes pour faire ces cours-là? Ben, évidemment, je veux reconnaître la valeur de l'expérience clinique auprès des étudiants et des étudiantes. On les forme, c'est la MPO, là, c'est la maîtrise professionnelle en orthophonie. On les forme à devenir des cliniciens et des cliniciennes. Je trouve ça positif de leur montrer que l'expérience des personnes de leur profession est d'intérêt et à sa place dans le cadre des cours. Et puis aussi, mon objectif, c'est de toujours confronter l'enseignement et les résultats de recherche, parce qu'on fait beaucoup ça dans les cours, on donne beaucoup de matière. Dans le cadre des cours à l'université, on parle de la recherche, on enseigne les données probantes et tout ça, mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir cet enseignement qui est confronté aux réalités cliniques. Bonjour et bienvenue. Mais non, il n'y a pas de problème. Cette approche collaborative, je l'ai aussi avec le milieu communautaire. Donc, mon intérêt, en fait, moi, j'ai toujours été impliquée dans le milieu communautaire depuis que j'ai fait ma maîtrise. Je suis notamment sur le conseil d'administration d'Aphasie Québec Le Réseau depuis 6 ans ou plus de 6 ans. Aphasie Québec Le Réseau, c'est ce qu'on appelait avant le RAPAC. Donc, c'est un regroupement d'associations. Ils ne donnent pas de services aux personnes avec aphasie, ils donnent des services aux associations. Pour vous donner un petit peu une idée géographique, c'est 13 associations réparties dans tout le Québec. Ça dépend. Évidemment, il y a des endroits où il y en a moins. Il y a des endroits où il y en a plus, mais c'est vraiment pas juste local. Donc, avec Aphasie Québec, le réseau, mais aussi avec le théâtre aphasique, puis la QPA et l'Association québécoise des personnes aphasiques, puis la Fondation Maison de l'aphasie. Depuis des années, en fait, on construit des projets ensemble. Récemment aussi, j'ai abordé Artère, notamment là, dans le cadre de mon enseignement, qu'est-ce qu'on fait? En fait, l'idée, c'est de rejoindre les étudiants et les étudiantes en orthophonie pour leur parler du milieu communautaire, de la grande valeur que ça a, notamment pour les personnes après qui retournent dans leur communauté, qui n'ont plus de service en orthophonie. Mais là, le milieu communautaire va faire avec eux des projets de vie pendant, comme dit Isabelle Côté, la directrice du théâtre aphasique, moi, quand ils quittent, c'est qu'ils meurent. Donc, c'est des projets de vie, là. Et notamment avec une conférence qu'on a donnée 3 fois à date, qui s'appelle la réadaptation, l'intervention orthophonique et les organismes communautaires, une affaire de tissage et non de découpage. Donc, cette conférence, on l'a donnée plusieurs fois. J'aurais dû être là la semaine dernière au colloque universitaire en orthophonie et audiologie. Mes enfants ont décidé que finalement, plutôt que maman elle aille passer la fin de semaine dans un colloque, c'était mieux qu'elle ait la gastro avec tout le monde à la maison. Mais bon, on l'a montée ensemble. Je la donne aussi, je la mets à disposition de mes étudiants à l'Université de Montréal. On l'a donnée aussi à la conférence annuelle de l'Association québécoise des orthophonistes et audiologistes. Tout ça pour que les étudiants et les étudiantes en orthophonie, puis les orthophonistes après, qu'on favorise le maillage et qu'on aille vraiment vers une vision qui est vraiment intégrée de l'aspect clinique et de l'aspect communautaire avec l'enseignement et la recherche. Je vais y venir. L'enseignement, oui, et maintenant la recherche. Vous allez voir, il y a beaucoup de parallèles. L'objectif de mes recherches, principalement, c'est de répondre à des questions cliniques sur l'aphasie et la réadaptation par des solutions innovantes. On va faire un petit focus sur le innovant, parce qu'il y a quelques méconceptions quelquefois. L'innovation, ce n'est pas forcément progrès technologique, ce n'est pas forcément recherche. On peut faire de l'innovation sans être en recherche, on peut faire de l'innovation et de la recherche sans que ce soit une avancée technologique. Alors, c'est quoi? L'innovation, c'est le principe du vu-jamais, c'est-à-dire du déjà vu, mais sous un autre angle. Ce n'est pas de moi, c'est de David Bott. Ça veut dire que quelquefois, ça va être de la méthodologie. Donc, moi, par exemple, dans le cadre de mon doctorat, je suis allée chercher des méthodes qui ne se faisaient pas du tout dans le cadre des études sur l'aphasie, notamment le Go Along. Donc, j'ai accompagné mes participants avec aphasie dans leur quotidien. On a eu des conversations qui étaient enregistrées, mais en marchant. Et puis, ça a amené tout un tas de questionnements méthodologiques, mais aussi d'avancées. C'est juste pour donner une idée de qu'est-ce que ça peut être l'innovation. Et ceci nous conduit au LAIR. Donc, le LAIR, c'est le laboratoire sur l'aphasie et l'innovation en réadaptation, comme je l'ai déjà mentionné. Ça, c'est mon logo actuel. Je ne sais pas si je vais le garder, mais je l'aime bien. On voit que la personne elle est comme dans une grotte, un peu le LAIR. Puis l'espace où elle a un peu une forme de cerveau. Mais bon, là, je sais que je vais peut-être un peu loin. J'ai un focus principal, mais qui n'est pas unique. Je ne fais pas que de la recherche là-dedans. C'est les interlocuteurs, bonjour et bienvenue, les interlocuteurs de la vie quotidienne.
Donc, oui, la famille, les amis, les connaissances, les professionnels salariés, sous-entendu, bah, votre médecin, c'est pas votre ami, mais il vous connaît quand même. Et puis les partenaires non familiers. Donc ça, c'est le modèle de Blackstone et Handberg qu'elles ont produit en 2003, où c'est vraiment axé sur les personnes ayant un trouble de communication, pas forcément acquis, et puis qui étudie finalement la participation sociale de ces usagers-là et ces usagères-là, mais avec ces catégories différentes pour aller vraiment explorer dans différentes sphères ou dans différents cercles de disques de leur vie. Pourquoi je m'intéresse particulièrement aux personnes non familières, aux partenaires de communication non familiers? Parce que, je vais revenir sur c'est qui? C'est vraiment la catégorie de personnes avec qui on interagit au quotidien, mais dont on ne connaît pas le nom en général. Ça peut être, le commis à l'épicerie, ça peut être, le serveur au restaurant, ça peut être, la barista au café que vous prenez tous les matins. Donc vraiment, c'est très rare quand on sort de chez soi, de se retrouver absolument avec aucune interaction avec une personne non familière. Elles font partie de notre quotidien. Et pourquoi c'est intéressant de s'y attarder, notamment en recherche avec les personnes ayant un trouble de communication acquis? C'est parce qu'une absence d'interaction avec ce dernier disque se traduira par une dépendance aux autres. Si vous n'êtes absolument jamais dans votre quotidien en interaction avec des personnes non familières, c'est que quelqu'un le fait à votre place. Et donc, cette notion d'indépendance qui est si chère, oui, aux personnes avec aphasie et troubles de communication acquis, mais pas juste, à toute personne qui vit des situations de handicap, elle est clé ici. C'est-à-dire que si on ne prend pas en considération cette catégorie, on ne peut pas leur permettre de prétendre à une participation qui est vraiment pleine et entière dans toutes les sphères de leur vie ou disque. Et donc de participer notamment à l'extérieur. Excusez, j'ai un peu raté ma transition. Donc, j'ai un principe particulier dans mes recherches, c'est de partir si possible, d'une préoccupation qui est clinique. Et après, d'avoir une approche de co-construction pour faire de la recherche. Pourquoi? Pourquoi vouloir partir d'une préoccupation clinique? En fait, oui, c'est parce qu'à la base, je suis orthophoniste, j'ai travaillé en réadaptation, puis je vois que c'est pas toujours facile d'appliquer ça. Et ça se traduit comment? En fait, c'est documenté en recherche. Ça s'appelle les Evidence Practice Gaps. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des recherches quand elles sont vraiment du mode top-down, quand tout est fait dans des laboratoires de recherche, puis qu'après, on l'amène dans les milieux cliniques. Mais c'est là qu'on se retrouve avec des problème d'implantation parce que ça ne correspond pas à la réalité clinique ou ça ne répond pas aux besoins ou autre. Donc vraiment l'idée de partir d'une préoccupation clinique pas qui vient de moi. Hein. Moi, j'estime que maintenant, ça fait 10 ans que j'ai arrêté de pratiquer couramment comme orthophoniste. Donc l'idée, c'est vraiment que ce soit les orthophonistes ou les autres cliniciens et cliniciennes qui arrivent avec leurs idées, qui arrivent avec leurs besoins. Et en partant de là, de proposer un accompagnement scientifique qui permette de répondre à ces besoins-là de façon réaliste. Je vais vous donner des exemples. Le projet de la réalité virtuelle et de l'intelligence artificielle dans la réadaptation de l'aphasie. Ce projet, je tenais à la mettre en lumière, Ève, parce que c'est son projet, c'est son idée. En fait, Ève a vu une de mes présentations et puis elle m'a approchée, on ne se connaissait pas. Et elle m'a dit, moi, je suis certaine qu'il y a quelque chose à faire avec la réalité virtuelle et l'aphasie. Donc, maintenant, on a avancé dans le projet. Il y a maintenant dans l'équipe le professeur Stéphane Bouchard qui enseigne, qui est chercheur aussi à l'Université du Québec en Outaouais. Nous avons Emna Farfar qui est étudiante au doctorat à l'Université de Montréal. Il y a Esther Tupandan-Gayano qui est étudiante à la MSC à l'Université de Montréal. Et puis, on a Daniel Piette qui est une personne vivant avec une aphasie. Donc, ça, c'est notre équipe de recherche. On a été financé pour le premier volet grâce au programme Inventé de l'Université de Montréal. Là, l'idée, c'était vraiment pour le premier volet d'aller explorer les besoins. Je vous ai expliqué un petit peu là comment je fonctionne, c'est-à-dire qu'on part, on va explorer. Donc, c'est l'idée de Ève, mais ça ne suffit pas. Donc, on va explorer dans des groupes de discussion puis des entrevues individuelles avec des orthophonistes et avec des personnes avec aphasie. Ça serait quoi les besoins? Ça serait quoi la visée? Et puis, après, ces groupes-là, on aura de quoi réfléchir à quelque chose ensemble. Donc, c'est le deuxième volet qu'on voudrait faire financer bientôt. Je pourrais vous en dire plus tard, quelque chose plus tard dans les semaines ou les mois à venir. Exemple 2, objectiver les éléments du succès de l'intervention des orthophonistes œuvrant en accès aux aides techniques pour les personnes avec aphasie.
Même chose, c'est pas moi qui suis arrivée avec cette idée-là. En fait, ça vient des orthophonistes de la clinique d'accès aux aides technologiques de Lucie Bonneau. On avait Marie, qui est la première, là, Marie Gagnon-Brousseau, on avait assisté à une présentation ensemble sur un outil technologique, une aide à la communication. Puis l'idée, c'était de faire un projet, l'idée avec l'entreprise, c'était de faire un projet avec ça. Donc, j'avais approché, on s'était rencontrés avec Marie pour en discuter. Puis en fait, en discutant avec l'équipe, je me suis aperçue que le projet tel qu'il allait, ne répondait pas du tout à leurs besoins. Elles ont l'intuition clinique que ce n'est pas l'outil qui fait la différence et qu'il y a vraiment quelque chose de particulier chez les personnes avec aphasie qui fait que le choix de l'outil technologique ne va pas être le même que pour une personne qui a un trouble, par exemple, moteur de la parole, de la communication. Donc, on y va avec cette intuition-là, puis on veut vraiment objectiver, finalement, quand il y a un succès de l'intervention orthophonique auprès des personnes avec aphasie à la CAT, il est dû à quoi? Donc, c'est pour vous illustrer un autre aperçu de cette problématique clinique que j'essaye d'adresser. Mon deuxième focus, qui va de pair avec tout ce que je viens de vous expliquer, c'est la mobilisation de connaissances. J'ai vraiment la conviction que ça ne peut fonctionner que si on se parle tous ensemble et que si on met à disposition les résultats de chacun, pas juste la recherche, mais de chacun. Donc, je vais vous parler de 2 projets. Le projet Mots croisés, j'ai tendance à dire, j'aime beaucoup ce projet, de tous en fait, j'aime tous mes projets. Mais bon, j'ai un faible, on voit sur la photo, je suis en train de me bidonner lors de l'événement. En fait, l'idée, c'était vraiment en association avec, en collaboration avec l'Association québécoise des personnes avec aphasie, puis la Fondation Maison de l'aphasie. Pour leurs 40 ans, ils nous ont approchés avec la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire comme collaboration avec la recherche pour célébrer les 40 ans de la QPA. Puis les membres de la QPA, ils ont énormément participé à beaucoup de projets de recherche. Puis même la QPA participe beaucoup à de nombreux projets de recherche. Avec ma collègue de l'Université d'Ottawa, professeure Anna Zumbansen, on a eu vraiment cette idée de on aimerait rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que ces personnes qui ont participé à la recherche, mais qui n'ont pas les moyens communicationnels d'accéder, et même organisationnel quelquefois, d'accéder aux résultats de la recherche. Pourquoi? Parce qu'elle est souvent, elle paraît dans des articles en anglais ou dans des conférences qui sont payantes, ou puis même le débit. Donc, il y a beaucoup de choses pour les personnes avec aphasie qui ne fonctionnent pas pour accéder aux résultats. Donc, c'était vraiment de mettre à leur disposition ces résultats de façon extrêmement adaptée. Donc, on a organisé 4 rencontres de présentation, de recherche, où en fait, on a été recruter des chercheurs, des chercheuses qui ont travaillé en aphasie, notamment à Montréal, principalement à Montréal, justement, parce que ça allait avec l'association, avec notre collaboration avec l'association. Et puis, on leur a dit, nous, ce qu'on voudrait, c'est, oui, que vous présentiez, mais d'une façon adaptée. Donc, on va vous demander de faire une présentation que nous allons enregistrer, qui va être adaptée sur le plan de la communication. Donc, on va vous guider pour que le support PowerPoint soit adapté, qu'il n'y ait pas trop de texte, qu'il y ait des mots-clés. Il va y avoir des sous-titres. Nous allons ajouter des sous-titres. Nous allons mettre cette vidéo à disposition des membres de l'association 2 semaines avant le jour J, pour que les personnes aient le temps de l'écouter à l'avance, qu'ils aient le temps, par exemple, de mettre pause s'ils sont fatigués, de prendre des notes, de le revoir. Et puis le jour J, on la rediffuse pour que l'information soit toujours la même, que ça ne perde pas les gens. Mais après, il y a une période d'échange avec les chercheurs pour discuter avec les personnes avec aphasie. Il y avait des proches aussi, il y avait des intervenants, puis il y avait effectivement les représentants du milieu communautaire. Et puis on partageait après avec un dîner extrêmement convivial. On mettait des tables, puis on avait vraiment les chercheurs qui s'asseyaient avec les patients, avec les intervenants qui s'asseyaient avec les proches. Tout le monde vraiment mangeait la même chose, à la même table. Puis en fait, ça a été un grand succès de notre impression, de l'impression de tous, du milieu communautaire aussi, mais c'était un projet de mobilisation de connaissances. Ce n'était pas un projet de recherche. Donc, ça, c'était le CRSH qui nous avait permis ça. Donc, maintenant, on essaye de le pérenniser en montrant, on a l'intention de montrer scientifiquement l'impact. Donc, on va faire un projet de recherche, cette fois, qui reprenne ces principes-là, avec Annie Rochette puis Edith Durand, qui sont toutes les 2 chercheuses, puis évidemment toujours avec Anna, puis la QPA. Un autre exemple de mobilisation de connaissances qui me tient à cœur, vous avez compris, j'aime tous mes projets. Celui-ci, c'est le guide qui aide à mieux vivre l'aphasie.
dans les commerces. Pourquoi? Parce que, en fait, ce sont les résultats de ma thèse, puis ça suit exactement la même logique que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que ma thèse, oui, elle a été publiée en accès libre sur Papyrus, mais je ne m'attends pas à ce qu'une personne ayant une aphasie se mette à lire une thèse, je ne sais plus combien de pages, plusieurs centaines de pages. Alors qu'il y a des résultats qui, selon mon avis de chercheur et d'orthophoniste, de chercheuse, pardon, et d'orthophoniste, sont intéressants pour une personne avec aphasie ou un proche d'apprendre. Donc, puis petite anecdote, c'est lors de ma soutenance de thèse que mon membre du jury externe m'a dit « Ah, c'est vraiment très intéressant. Qu'as-tu prévu pour redistribuer cette information ?» Et puis, je n'avais pas de réponse à ce moment-là, mais donc le projet a mûri et a pris la forme d'un guide qui est vraiment adapté sur le plan de la communication. Donc, on a vraiment suivi les recommandations pour les personnes ayant un trouble de communication sur les supports visuels. On a illustré avec des concepts simples. On a intégré une carte d'aphasie à l'intérieur. Et puis, il a été distribué, il y a 150 exemplaires qui ont été distribués au travers des associations de Aphasie Québec, le réseau, puis pour que ça rejoigne les personnes avec aphasie et leurs proches, puis le milieu communautaire. Puis là, j'ai obtenu aussi l'année dernière une subvention du CRIR de mobilisation de connaissances. Ah oui, pardon, je n'ai pas dit que c'était l'OPHQ qui avait financé la création du guide. Et le CRIR m'a permis d'aller un peu plus loin parce que maintenant, je monte une formation pour le donner, que ça vienne avec des exemplaires et avec une explication de comment on peut l'utiliser en clinique avec les personnes avec aphasie. Donc, comme c'est une mobilisation du CRIR, ça va être à Montréal, mais c'est Villa Médicale, l'UGM, l'Institut ici, puis à Lucie Bruno, puis même à la clinique universitaire que ça va être proposé gratuitement. Donc là, je vous ai parlé un petit peu de mes activités vraiment directes. Moi, qu'est-ce que je fais comme chercheur principal? Je n'ai pas été chercheuse principale de tous ces projets, mais ça a eu des répercussions où après, par exemple, le mot croisé, c'était Anna Zomansen qui était chercheuse principale, mais pour la suite, c'est moi qui le deviens. Donc, c'est vraiment le cœur de mes activités. Mais je peux aussi participer comme membre d'une équipe. Je pense que j'ai des choses à apporter. Donc, on va un petit peu voir comment. En fait, tous les projets de recherche qui incluent des personnes ayant un trouble de communication acquis, je propose mes services pour, si vous pensez que ça peut être pertinent, d'avoir le point de vue d'une orthophoniste chercheuse qui a l'habitude de rencontrer les problématiques que pose l'inclusion des personnes avec trouble de communication acquis. Pourquoi elles sont souvent exclues de la recherche? Parce que c'est difficile de s'assurer qu'elles donnent un consentement qui est éclairé, qui est libre, d'accord, mais est-ce qu'elles ont vraiment bien compris le formulaire de consentement qui fait 40 pages? Pour ça, il faut l'adapter. Mais bref, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais donc, c'est ça. C'est pour ça qu'elles sont exclues de la recherche ou les recherches qualitatives. On s'attend à ce que la personne parle. Bon, quand la personne ne parle pas, ça ne vaut pas la peine. Mais non, ça vaut la peine. Mais ça prend des méthodologies, ça prend une expérience que je mets à disposition. Puis ça peut être dans des projets qui ne sont pas dirigés vers les personnes avec troubles de communication, mais qui ne veulent pas les exclure. Comme par exemple le projet de Frédéric Poncé sur la littératie alimentaire et son outil Gusto qu'elle veut adapter aux personnes ayant un trouble neurocognitif. Il y a des personnes avec un trouble neurocognitif qui ont des troubles de communication. Donc, c'est là-dedans que je m'inscris. Ou encore, qu'est-ce que je peux faire d'autre qui ne soit pas axé sur l'aphasie? Je participe, en fait, j'ai un projet qui est issu de mon post-doctorat d'implantation d'une application de gestion des maladies chroniques. Puis, rien à voir avec l'aphasie. Il n'y a même pas de personnes ayant un trouble de communication. Ça a été financé par Medtech, puis l'application s'appelle MedHelper. Mais l'idée, c'était que là, je suis allée chercher de l'innovation méthodologique, donc avec le design thinking, puis vous allez reconnaître mes principes. C'est-à-dire que le design thinking, c'est du milieu de l'industrie. Donc, les entrepreneurs, quand ils veulent vendre quelque chose, il faut absolument que ça plaise, sinon ça ne se vendra pas. Donc, leur technique depuis bien longtemps, c'est vraiment d'aller chercher l'expérience des utilisateurs, donc dans une première phase qui s'appelle Empathize, puis après de Define. Donc, on va aller plus définir, OK, c'est quoi les besoins, c'est quoi les obstacles, pour après créer dans la collaboration, vraiment la co-création, qui me rejoint beaucoup. Alors, à l'avenir, ce que j'aimerais faire, c'est continuer tout ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est classique de référer au casse-tête puis de montrer que les gens s'imbriquent. Pour moi, c'est que ça doit faire un dessin, un beau dessin. C'est-à-dire que pour avoir
de la recherche qui amène des résultats qui sont pertinents, qui sont utilisés, qui sont réinvestis dans le milieu communautaire, que le milieu clinique fonctionne là-dedans, ben, ça prend vraiment une collaboration à tous les niveaux. C'est pour ça que ma présentation aujourd'hui, je vous ai parlé pas juste de mes projets de recherche, mais de qui je suis, d'où je suis partie, puis de qu'est-ce qui me tient à cœur, parce que, en fait, ça définit tout ça. C'est vraiment au cœur de tout ça. Qu'est-ce que j'amène dans ces projets-là, à l'avenir de ces futurs projets? Ben, de l'intersectorialité, je pense que j'ai montré, hein, c'est générateur d'idées et de projets, de la praticabilité, il y a un potentiel d'application clinique de mes résultats de recherche, de l'agilité dans la méthodologie, et puis de la facilité de recrutement, de transfert de connaissances dans le réseau. C'est vraiment des cartes que j'ai dans mon jeu qui sont, je pense, intéressantes à explorer. Les impacts de cette recherche-là, pour moi, la recherche nourrit la clinique, qui nourrit l'enseignement, qui nourrit la recherche, qui nourrit la clinique. Puis je pense qu'il n'est pas parfait, il faudrait aussi qu'il y ait de l'enseignement vers la clinique, puis vice-versa, parce que ça ne peut fonctionner qu'ensemble. Ça ne peut fonctionner qu'avec des personnes qui ont une vision, qui voient les impacts potentiels de qu'est-ce que ce résultat de recherche peut amener dans le milieu du communautaire, qu'est-ce que ce résultat de recherche peut amener dans le milieu de la clinique, qu'est-ce que les étudiants, s'ils sont formés comme ça, qu'est-ce que ça change dans la clinique, qu'est-ce que ça va changer plus tard dans les chercheurs qu'on aura. Donc, j'ai vraiment une vision qui est très holistique de ces trois domaines. L'épitome un petit peu de cette présentation, les fondations de mes activités, vous l'aurez compris, c'est la pondération de tous ces milieux-là, c'est la collaboration, et puis c'est la profession. C'est sûr que j'ai un intérêt particulier sur la profession, sur l'aspect clinique. Le take-home message. Que vous soyez orthophoniste, clinicien ou clinicienne dans d'autres, en tout cas, dans d'autres professions, que vous soyez personne avec aphasie ou proche, que vous soyez chercheur ou chercheuse ou étudiant ou étudiante, si vous pensez soit à travailler avec des personnes ayant un trouble de communication acquis, ou en tout cas, si vous arrivez à réfléchir à comment ne pas les exclure dans vos projets si c'est pertinent, pas penser à moi. Et puis, écrivez-moi. Donc, carole.anglade@umontréal.ca, juste pour dire, c'est comme ça que le projet réalité virtuelle, il est parti. C'est-à-dire que Ève, elle avait une présentation, elle m'a écrit, on s'est rencontrés, on a parti un projet, ça fait un an. Je ne vous garantis pas qu'on va réussir à financer, ça c'est le gros défi, là, de financer les projets. Mais en tout cas, je vous appelle à me présenter vos idées et puis à ce qu'on y réfléchisse ensemble. Et bien voilà, on arrive à la période de questions. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Un beau merci, Carole. C'est super intéressant. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour, Madame Anglade. Je suis vraiment contente de vous rencontrer. Je suis animatrice auprès des gens aphasiques chez Aphasie Rive-Sud. Je travaille à Saint-Hubert avec les gens aphasiques et leurs proches aidants. Alors, moi, j'étais vraiment curieuse de voir ce que vous avez à partager. Là, j'ai vu que ça fait commencer en droit. Je ne m'attendais pas à ça. Très intéressant, pareil, mais comme vous, j'ai un coup de cœur, j'ai une formation en linguistique. Fait que, tu sais, veux pas, quand j'ai appris à propos de l'aphasie, je me suis dit, bon, c'est pas intéressant, mais j'ai pas travaillé dans le domaine depuis l'année passée. Fait que là, depuis, je travaille avec eux, je suis très intéressée à mieux comprendre l'aphasie, les différents genres d'aphasie. Et comme question posée, j'aimerais ça savoir, peut-être, est-ce que vous aurez un genre d'aphasie qui vous intéresse plus? On m'entend toujours, hein, oui, il n'y a pas de... Merci pour la question, merci pour les commentaires. Je suis toujours ravie de rencontrer des nouvelles personnes. Puis, est-ce que j'ai un type d'aphasie qui m'intéresse plus? En vrai, non. C'est sûr que c'est plutôt la sévérité, moi. C'est-à-dire que plus la personne a une aphasie de degré sévère, ben, plus j'ai pu observer, que ce soit dans mes recherches ou dans ma pratique clinique, un isolement social qui est vraiment venu me chercher. C'est la même passion il y a l'aphasie, puis il y a l'isolement des personnes avec aphasie. Après, c'est à nuancer parce que j'ai bien vu qu'il y avait des personnes avec aphasie. J'ai clairement fait le constat dans mes recherches qu'on peut avoir une aphasie globale, expressive, extrêmement sévère, où la personne ne peut littéralement pas dire un mot, même pas un. Et puis vivre tout seul, faire ses achats et se débrouiller, aller au musée, aller à des concerts.
et avoir une aphasie plus modérée, puis ne plus oser sortir de chez soi parce qu'on a peur de la façon dont les gens vont réagir, parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, tout ça. Donc, c'est pour ça que je dis, j'ai un intérêt pour les personnes avec aphasie sévère, mais en vrai, c'est très ouvert selon aussi qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence dans leur quotidien. Mais que ce soit, de toute manière, c'est de plus en plus remis en question, hein, les catégories d'aphasie, l'aphasie de Broca, l'aphasie de Wernicke, puis que ce soit associé à la lésion anatomique et tout ça. On s'aperçoit qu'il y a des aphasies, par exemple, maintenant, qui, si je ne me trompe pas, dans le système cérébelleux, on peut avoir une aphasie. Donc, c'est comme, c'est de plus, à mon avis, c'est proche de devenir obsolète, si ça ne l'est pas déjà. Euh, Puis, il y a beaucoup moins de personnes aphasiques de type Wernicke, on va dire, ou en tout cas, donc avec une aphasie où l'affluence ne va pas être atteinte. La personne parle, mais en revanche, c'est plus des mots qu'on comprend. Puis en général, elle ne s'en rend pas compte. Ça, je les adore aussi, mais j'en ai moins, j'en ai vu moins, j'en ai plus vu en clinique, mais je dois avouer que je ne sais pas pourquoi, très peu en recherche, alors que je n'ai pas cherché à les exclure. Donc, je serais autant intéressée à faire des projets avec eux. Je me demandais pour le projet avec le guide puis les commerces, est-ce que c'est déjà rendu à aller avec certains commerces leur faire la formation pour voir si ça fonctionne, si tu as les outils ou c'est pas encore? Alors, moi, je ne forme pas les commerçants. Moi, je forme les orthophonistes à utiliser le guide. Mais si ça vous intéresse, la formation des commerçants pour les personnes ayant un trouble de communication, Arter fait ça. Arter a un super projet. Donc, c'est l'association pour les personnes avec aphasie de Québec. Faudrait, je n'ai pas le détail de en quoi, qu'est-ce qu'ils font dans leur formation, mais je sais qu'ils font ça. Puis, je vous encourage vraiment à les contacter parce que j'ai l'impression qu'ils font de l'excellent travail. Merci. Merci. Surtout, n'hésitez pas à m'écrire. carole.anglade@umontréal.ca. Si vous avez la moindre idée, puis encore une fois, je ne fais pas de promesses, je veux pas dire qu'on va faire un projet demain matin. Notamment, le principal obstacle, c'est le financement, là. Mais il n'y a rien qui peut démarrer si on ne discute pas d'abord. Donc, je vous encourage à partager, même par après, en fait, à me contacter. Ça me fera vraiment plaisir. Merci beaucoup. Marie-Claude Paquette, je suis directrice du développement professionnel à l'Ordre. Puis vraiment, vraiment enchantée, ravie de vous entendre ce midi, les travaux, le souci d'inclure effectivement l'inclusion. J'ai beaucoup aimé quand vous avez utilisé ce mot-là. On l'a parfois ou beaucoup actuellement, ce souci-là avec différents groupes minoritaires qu'on pense à toutes sortes de groupes. Là, puis c'est correct, mais je trouve qu'on a tendance à oublier justement la clientèle avec laquelle on travaille puis qui fait partie du quotidien des orthophonistes, que ce soit avec un problème de langage acquis ou un problème plus développemental. Mais j'aimerais ça vous entendre sur les aspects. On parle beaucoup d'accès à la communication, de pouvoir rendre autant les messages inclusifs, mais aussi qu'on puisse rendre la communication accessible. Mais j'aimerais ça vous entendre aussi peut-être sur les impacts, je trouve, sur la santé mentale. On sait qu'un trouble actif va pouvoir avoir des impacts importants. Là, ça peut être sur l'humeur, la dépression, l'anxiété, peu importe. Puis des fois, je trouve que c'est comme si on sectorise. On dit la communication, c'est des orthophonistes, puis tout ce qui est santé mentale, on va avoir d'autres intervenants. C'est très vrai, ça, je ne le nie pas. Mais je trouve qu'il faut peut-être avoir cette sensibilité-là aussi dans cette inclusion, en tout cas, où je ne sais pas si c'est assez clair, mais j'aimerais peut-être vous entendre là-dessus. Ben, merci beaucoup pour la question, Mme Paquette. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que j'ai plus les références en tête, mais il me semble que les personnes avec aphasie ont 33% de risque de plus que les personnes ayant fait un AVC sans aphasie de développer des maladies de santé mentale, donc que ce soit dépression, troubles anxieux. Et effectivement, le fait que l'aphasie soit un trouble invisible joue là-dedans. C'est-à-dire, ça faisait partie des choses qui ont été abordées, notamment avec mes participants dans le cadre de mon doctorat. Le monsieur dont je vous parlais, qui ne pouvait pas dire un seul mot, mais qui vivait seul et qui faisait ses achats, on abordait le fait que lui, en fait, il avait très, très peu de séquelles motrices. Donc, les gens le voyaient arriver,
Et tout à coup, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils comprenaient, tu sais, ils essayaient l'anglais, ça ne marchait pas, ça les agaçait beaucoup d'ailleurs. Et puis, il y avait des suspicions qui arrivaient. Je me souviens de la personne à son dépanneur qui disait, bah, au début, on se demandait, est-ce que cette personne, est-ce qu'elle est, je me souviens plus des mots qu'elle utilisait, mais est-ce qu'elle est socialement respectable ou est-ce que elle est louche? Est-ce qu'elle va porter atteinte à mon business? Est-ce qu'elle va essayer de me voler? Ou est-ce que son comportement va être normal? Et donc, ce stigmate-là joue, je pense, c'est un peu éloigné du sujet, mais je pense vraiment que ça a un lien avec la santé mentale parce qu'en fait, ça crée énormément d'anxiété au moment de sortir, au moment de parler. Même la famille en général, euh, quand on a de la chance, les orthophonistes ont pu expliquer ce que c'est que l'aphasie, puis comment réagir et tout ça. Mais dès qu'on s'éloigne un petit peu de la famille proche, si on se rappelle les disques des interlocuteurs de Blackstone et Handberg avec la personne au centre, là, dès qu'on s'éloigne un petit peu dans les disques, ça ne devient pas possible, en fait, de prévenir tout le monde, d'expliquer tout, à tout le monde. Donc, génération d'anxiété. Une chose aussi, ce à quoi ça me fait penser, c'est que je discutais avec les orthophonistes qui font cours avec moi. Euh, le... C'est pas si souvent que ça qu'en réadaptation, le psychologue va voir une personne avec aphasie avec l'orthophoniste parce que c'est compliqué, parce que l'horaire, ça marche pas. Et donc, ça, en fait, ça représente une barrière majeure, c'est-à-dire que l'orthophoniste va être capable de faciliter la communication. Donc, c'est très important, selon moi, qu'elle soit là, mais dans les faits, je pense que c'est très rare. Donc, même quand elles ont des services en réadaptation, c'est en psychologie, je veux dire, un accompagnement. Je pense qu'en plus, même là, c'est pas optimal quand il n'y a pas d'orthophonistes qui sont associés. Ça se fait, je dis pas que ça se fait pas, et je pense que ça fait vraiment des collaborations absolument merveilleuses, mais ça se fait selon moi pas assez, puis ça a comme impact que, bah oui, la personne, après, elle revient à domicile, elle a tout ça, elle n'a pas pu être accompagnée, puis là, ça fait ça fait des... excusez, en fait, euh, pour avoir eu dans mes connaissances une personne avec aphasie qui s'est suicidée il n'y a pas si longtemps. Excusez. Oui, je trouve que c'est tout à fait pertinent. Et à aborder en recherche, puis à continuer à travailler en clinique. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou commentaire. Oui, tout à fait. C'est juste que je trouve que c'est ça. Comme orthophoniste, il faut l'avoir, cette sensibilité-là. C'est sûr qu'on n'est pas des psychothérapeutes, on n'est pas formés, mais on a quand même cette sensibilité-là à cause de nos connaissances en communication. La communication, c'est une relation avec l'autre. Fait qu'il y a quelque chose aussi où des fois, il y a des obstacles qui sont là, qui vont faire obstacle à de la rééducation ou qui vont faire obstacle à une intégration sociale ou peu importe. Puis il faut quand même être sensible à ces enjeux-là. Tout à fait. Puis je pense que ça ne peut passer que par une collaboration entre les différents milieux, effectivement. Parce que les orthophonistes toutes seules, on a cette sensibilité-là, mais on peut pas, on n'a pas la formation non plus qui va nous permettre d'être les plus outillés possibles. Puis ben, du côté des psychologues ou des professionnels en santé mentale, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est plutôt sur la facilitation de la communication. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration. Puis d'ailleurs, ça me fait penser que notre projet de réalité virtuelle avec Stéphane Bouchard de l'UQO, de l'Université du Québec en Outaouais, lui, il n'est pas du tout dans l'orthophonie. En fait, il est dans les troubles anxieux. Il fait de la cyberpsychologie. Donc, notamment, l'outil qu'il a réussi à créer dernièrement, c'est un personnage fictif d'accompagnement pour la dépression. Donc, la personne parle à son ordinateur et sur l'ordinateur, sur l'écran, il y a un personnage fictif en réalité virtuelle, mais qui répond au contenu et qui répond de façon adaptée, donc adaptée sur le plan du soutien psychologique. Donc, ça fait partie des collaborations que je trouve qui sont extrêmement importantes, effectivement. Plus on va dans la participation sociale. En fait, même toute personne avec trouble de communication acquis bénéficierait d'une collaboration dans ce sens-là. Merci. Si jamais j'avais pas fini de répondre à la question, n'hésitez pas à préciser. Puis j'ai pas vu l'autre. Je vais juste lire, Oui. Carole, le commentaire de Agneta qui travaille dans nos équipes. Elle dit: « Je suis actuellement une usagère avec aphasie qui présente des troubles de santé mentale. » Je présume avec une usagère
avec aphasie qui présentent des troubles de santé mentale et je suis présente lors des rencontres avec la psychiatre et la neuropsychologue. J'aimerais bien vous parler de mes cas actuels, s'il vous plaît. Je présume après la rencontre web. Mais oui, volontiers, puis je trouve ça merveilleux. Bravo pour cette collaboration-là. Moi, Voilà. j'y crois beaucoup. Agneta, interpellez-nous si on a mal compris votre intervention. Sinon, entre-temps, il y a Julia Dubois qui a levé la main pour intervenir. Julia, la parole est à vous. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Bonjour. Je travaille en réadaptation dans les Laurentines. Je suis travailleuse sociale de formation, puis j'ai été faire une maîtrise à Sherbrooke en pratique de la réadaptation. Puis dans le cadre de cette maîtrise, j'ai créé en fait un outil clinique pour justement travailler la participation sociale, l'empowerment de la personne aphasique pendant son parcours de réadaptation. Dans le fond, l'idée était surtout d'adapter le plan d'intervention pour les personnes aphasiques en le rendant imagé. Puis j'ai créé comme un jeu de 125 cartes photos avec des mots-clés en travaillant avec un focus groupe interdisciplinaire et puis en interrogeant deux personnes deux personnes aphasiques qui sont dans une association communautaire dans notre région, AVC Laurentides, qui ont pu participer aussi à ce projet. Donc, je voulais savoir si là, on en est rendu à l'implanter, puis j'essaie d'évaluer l'utilisabilité, puis comment effectivement les personnes interagissent avec cet outil. Je voulais savoir si c'était un projet qui éventuellement pouvait vous intéresser. Et merci beaucoup. Puis oui, on reste en contact définitivement pour explorer ça. Ça me ferait vraiment plaisir. Je sais que ça fait un moment que vous n'avez pas travaillé comme orthophoniste, mais il y a une question qui, dans mon milieu de travail, qu'on me fait poser par des aphasiques que j'ai la misère à répondre. Je serais curieuse, vous, comment vous allez répondre à cette question. Quand les gens veulent savoir, est-ce que je vais pouvoir parler comme je parlais avant? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va aussi rejoindre d'autres gens conférence. Donc, c'est sûr que je pense que les orthophonistes les orthophonistes qui travaillent actuellement répondraient sûrement mieux que moi à cette question-là. Mais moi, j'ai retenu quelque chose d'une de mes collègues qui s'appelle Amélie Brisebois, qui a travaillé en soins aigus et qui avait l'habitude de leur dire, ben, je ne sais pas où est-ce qu'on pourra se rendre, mais je sais qu'on va s'y rendre ensemble. Puis je vais vous accompagner sur tout le chemin. Puis il y a pas de réponse plus honnête, je pense, que ça, parce qu'on ne peut pas savoir en général jusqu'où la personne va se rendre. On ne peut pas péter leur ballon en disant, ben, vous n'attendez pas une récupération optimale ou comme avant. On ne peut pas non plus leur dire, ah oui, 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 c'est bon, vous allez récupérer, on n'en sait rien. Je trouve que cette réponse-là, moi, c'est celle avec laquelle je suis la plus en paix. Génial, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes.